Bonjour, bonjour à vous tous, spectateurs, spectatrices, je dirais d'abord, spectateurs, tous ceux qui nous regardent, et vous le savez très bien, chaque dimanche, je salue l'attention véritablement des followers, puisque je prends lecture, nous prenons lecture de vos messages très nombreux, et c'est donc l'occasion de dire à vous tous, vous followers, restez aficionados, comme je vous appelle, eh bien, restez fidèles à EcoClub. Alors aujourd'hui, quelle sera donc quelle thématique que nous allons donc aborder? Eh bien, EcoClub s'intéresse à la problématique des violences routières. Violence routière, pour être très clair, c'est bien une forme de violence, dirait-on, parmi tant d'autres. Et vous le savez, en Guadeloupe, la violence routière, pour parler globalement, se singularise par son amplitude et sa diversité. On parlera donc des accidents sur la voie publique, des infractions de tout genre réprimées par la législation et les règlements en vigueur. Excès de vitesse, conduite sans permis, sans assurance, sans contrôle technique aussi. Pourquoi la violence routière s'installe-t-elle aussi fortement dans notre pays? Est-ce l'impunité? Est-ce une question, c'est une question posée, bien entendu. Est-ce une culture de la désobéissance civile? Est-ce un sentiment de ras-le-bol qui gagne une partie de la population, souvent dit-on, les jeunes, dit-on, et confrontés à des difficultés et addictions de tout genre? Alors, quelle solution? Le tout répressif ou au contraire des mesures d'accompagnement pour contenir cette violence? Le permis à 17 ans est devenu réalité. Alors, le législateur et ceux qui nous gouvernent sont-ils devenus fous? Vous comprendrez aisément, téléspectateurs, téléspectatrices, fort heureux, notre thème d'aujourd'hui, ce dimanche 14 février 2024, violence routière, stop et stop. Voilà donc le cocktail qui nous réunit. C'est l'occasion pour moi, messieurs, de vous laisser la parole. Mais d'abord de saluer. De saluer les Mouliens. Parce que c'est à cette occasion, je me suis rendu bien à Moule, l'occasion de la disparition, je dirais, de la mort d'un ami, Centenac, que j'appelle, j'ai oublié le prénom, mais enfin, il était appelé Gaël. Hein. Et puis, c'est un moment très, très, très douloureux, vous le savez. Mais à chaque instant, quand par les circonstances, je retrouve mes amis, comme je le disais la fois dernière chez Eliezer. Et il y a notamment une Moulienne avec qui j'ai échangé, qui a salué véritablement de l'émission EcoClub. C'est une demoiselle Hildebert, n'est-ce pas? C'est un produit des Lousaches. Vous vous rappelez, Lousaches, cette grande initiative familiale qui a fait fureur. Je crois qu'il existe toujours, je n'en sais rien. Je n'en sais pas, parce que vous savez, la globalisation, la mondialisation, la globalisation est passée par là, et on a vu beaucoup de nos structures, eh bien, quelquefois en difficulté. Voilà. Donc, à la famille Hildebert, à tous ces Mouliens, famille Centenac, Sinésius, un grand bonjour à vous tous et à vous tous. Alors, messieurs, à vous la parole d'abord, Raphaël. Oui, ben bonjour à tout le monde en ce dimanche. Bon appétit pour tout le monde bientôt quand ça va venir. Bon apéritif avant. Et puis, bonne émission pour nous autour de ce plateau sur un thème qui m'est cher, qui nous est cher. Oui. Et qui est ce que j'aime beaucoup parce qu'il est très, très transversal d'une réalité guadeloupéenne qui est tout à la fois économique, sociale, culturelle, politique, institutionnelle. Et c'est vraiment la thématique que j'aime bien aborder quand on est à
à Éco-Club, c'est la dimension polysémique d'un fait social, d'un vécu, mais qui va renvoyer, qui va nous obliger à des exercices de style considérables, parce que ça renvoie à une lecture obligatoirement polymorphique. C'est ça qui est difficile à avoir. Alors, il ne s'agit pas du en même temps, pas du tout, cher à quelqu'un que nous connaissons tous aussi, mais il s'agit de comprendre une diversité d'analyses, d'approches, et en même temps la nécessité d'avoir à faire des synthèses pour rendre compte d'un comportement. Un comportement, c'est se déplacer, par exemple, en ce qui concerne la voiture. Se déplacer, en principe, on a nos deux pieds. Il se trouve qu'on a aussi des voitures. Est-ce que la translation entre les deux pieds et la voiture se fait aussi naturellement que ça? Non, parce que ça charroie aussi beaucoup d'autres choses. Donc, parler de ce type de thématique à Éco-Club m'intéresse beaucoup parce que ça donne l'idée de la dimension socio-culturelle, tout simplement. Enfin, il a lancé la couleur. Nous allons voir dans la progression de cette émission. Alors, René, oui, non, mais ça rime bien la grippe là quand même. Oui, largement mieux qui dernière fois là. Je crois dire souvent, quelques fois. Dernière fois là, on voit l'incident a été à limite. Après ça, a été déjà couché. Voilà. Après ça, ça caille. Je ne l'ai pas dit. Salut à ce petit monde, au microcosme, dirait-on, de la littérature. Tu as salué ce personnage la fois dernière. Et j'ai eu quelques remontées. C'est très bien. Mais je tenais à le faire d'abord pour les deux amis que je connaissais. C'est Georges Doué-Mauré, François Soucab, pour leur premier roman. Mais je tenais à le faire pour une de mes anciennes élèves. Et qui a laissé une grosse marque à Petit Bout, puisque la plupart des profs, on était là, justement. On n'a pas tous trouvé de livre. Elle vient de me l'envoyer, dédicacé. Et c'est un coup au cœur parce qu'elle est pédiatre. Et son livre, c'est La Nuit des Soucougnans. Et c'est un livre un roman qui vient de sortir. Et je suis en train de le lire. Je suis de plus en plus passionné à le lire. Je crois que c'est un clin d'œil qui ira directement au cœur, je dirais, dans le cœur, en tout cas, parce que... Alors, sous le thème, quand même, je voulais dire une chose, c'est important, parce que c'est en fait le rapport du Guadeloupéen avec la voiture, avec ses moyens de déplacement avec la voiture, et ça touche tout un certain nombre de domaines, sociologiques certainement, mais aussi économiques, politiques, et... je ne dirais même pas culturel. Aussi, il y a du culturel, quoique la voiture ne fait pas partie de la culture au départ, mais il y a un aspect aussi à ce niveau-là, puisqu'elle est rentrée dans les mœurs et quelque part, elle touche tout le monde. Oui, nous n'avons pas fait encore souligner l'absence de notre ami Raymond. Raymond Ramaille, qui a posté l'information au niveau du groupe APSA. Alors, bien entendu, Raymond, oh là là, Nico Nico Italique, le Mornalien, je sais. Oui, Mornalien. Alors, Mornalien, donc parlons des Mouliens alors, Mornalien. Il paraît que, à propos des Mouliens, ils sont des gens exceptionnels. Bon, sauf au football, quand ils nous rencontrent. Pareil, ils nous battent tout le temps, je ne sais pas. Mais ça dépend. Il y a une époque où on les a battus tout le temps. Ça a toujours été une rivalité. Les rouges les ont battus. Bon, actuellement, il paraît... Non, dans le classement, ils sont après nous. J'ai constaté que dans le classement, actuellement, nous sommes deuxième. Eux, ils sont un peu plus bas. Je ne sais pas s'ils ont des matchs de retard. Bon, bref. Ils sont sixième. Voilà, nous deuxième, ils sont sixième. Bon, mais c'est pas... Bon. Moi, à propos des Mouliens, il y a une chose... J'ai appris une chose exceptionnelle. J'ai appris que Robert Loison, le grand Loison, vers la fin de sa carrière, musical. Robert Loison. Carrière musicale, c'est ça. Robert, oui. Il s'habillait en robe d'avocat. Il n'était pas en robe d'avocat. Il dit voilà, il n'a pas qu'à chanter encore, il qu'à défendre la Guadeloupe. Oui, c'est vrai. Bon. Et d'ailleurs, quelques procureurs retardés, il y en a, c'est pas incompatible, voulaient le poursuivre pour port abusif de la robe d'avocat, comme si un artiste guadeloupéen de cette envergure-là ne peut pas faire un clin d'œil aux droits de la République française. Oui, voilà. Ça, c'est donc, bravo Moulien. D'ailleurs, il y a des gens de Mornalo, dès qu'ils habitent après la Serre, ils supportent le CSM. Après la Serre, oui. C'est Mornalo vers le Moule. Une partie, il y a Moule l'En-Metz, il y a qu'à supporter le CSM. Bon. Ça, c'est le pays. Ça, c'est le pays. Bon, ça, c'était pour Moule. Ensuite, pour la thématique, avant de rentrer dedans, j'ai une vertu exceptionnelle sur cette thématique. C'est que mon père m'a dit, un doctorat là, HEC, ça pas
Rien. Pas ni rien de plus sérieux qu'un permis de conduire. Permis de conduire. Donc, mon père est transporteur, mon grand-père est transporteur, mon parent est transporteur. Pour tous ces bougassas, tous ces bougassas, en loto, mener en loto, c'est ça qui est sérieux. C'est ça qui est sérieux. Restant, c'est gesticulation. Alors donc, je suis formé là-dedans. On va voir si c'est utile dans le débat. En tout cas, c'est vous qui faites le débat. Okay. Voilà. Alors, faut-il le dire aussi, vous savez que le club, c'est aussi préliminaire, marqueur de l'actualité. C'est toujours laissé à volonté, hein, c'est vous, s'il y a des points particuliers, des éléments de la semaine, de l'actualité, sur lesquels vous souhaitez revenir, réagir, alors allez-y. Hein. Non, pas spécialement pour Raphaël. Moi, je voulais lancer un compliment pour Nico Italique. Ah bon? Je voulais lancer parce que Nico Italique, on va vers le schizophrène, disait que juridiquement, le tribunal pouvait prononcer l'inéligibilité du président Chalus. Bon. De fins juristes m'ont dit non, ça je me trompe, puisque même le procureur n'a pas demandé l'inéligibilité. Oui. Donc c'était impossible qu'on sorte de ça. Bon. Oui. Eh bien, voilà, les faits ont montré que ça a été prononcé. Pourquoi c'est prononcé? Sans rentrer dans le débat pour ou contre Chalus, c'est pas ça. Moi, c'est pas mon débat. Hein? Bon. Et ne m'obligez pas à me dire pour qui j'ai voté. Bon, bref. Hein? Bon. Donc, sans rentrer dans ce débat-là, quand on est élu et qu'on est condamné pour certaines condamnations qui sont répertoriées, il y a ce qu'on appelle les peines complémentaires. Peines complémentaires. Et la peine complémentaire pour l'élu qui est condamné pour escroquerie, pour abus de confiance, pour tout, hein, c'est l'inéligibilité. Donc on peut ne pas demander l'éligibilité, mais si on le condamne pour tel fait, il est automatiquement, disons, il est inéligible. Ouais, d'accord ? Bon. Et s'il ne l'est pas, il faut que le magistrat motive pourquoi il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas. Donc c'est compliqué. Donc c'est ça qui fait que, alors qu'on n'a pas demandé l'éligibilité pour lui, il est quand même inéligible. Et puis, pour le dire plus simplement, c'est pas le procureur qui tient les décisions, c'est les juges. Chez les juges. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'était ce que j'avais dire au plan technique. C'est une consultation gratuite. Que je donne bien volontiers, mais qui est alors à portée de tous, il suffit de chercher un peu. Voilà pour ce que je voulais dire. Alors, on doit quand même signaler qu'il s'agit d'une décision en première instance. Ah oui, non, par contre, c'est clair. Par contre, décision en première instance. Mais avec le fait qu'il n'y a rien d'exécutoire dedans. Il n'y a rien d'exécutoire là-dedans, dans le contenu. On aurait pu imaginer le contraire. Hein. Il y a des élus qui sont assis là, on leur dit c'est exécutoire, vous perdez tous vos mandats. Il y a un élu comme ça en Guadeloupe à qui c'est arrivé. C'était chaud d'ailleurs. Oui. Un élu qui est arrivé tranquillement, et puis qu'il est sorti là presque dépouillé. Hein. Bon. Mais dans la mesure où ce n'est pas exécutoire, alors, par contre, je suis désolé de parler de ça longtemps. Hein. Par contre, tout ça. Il y a une stratégie aussi. C'est pas évident de décider de faire appel. Parce que, on me dit que c'est sage de faire appel. Je sais pas. Certains auraient pu dire, je fais pas appel. Oui, d'autres. Je rentre tout de suite en campagne électorale pour les régionales dans 2 ans ou dans 3 ans. Hein? Puisque, c'est quand les régionales 2026. C'est en 2 ans. C'est en 2 ans. Donc, pendant 2 ans, je suis inéligible. Je fais campagne. Je me victimise. Hein? J'ai un poste de directeur du cabinet du conseil régional. Et je fais campagne. Et au bout de 2 ans, je suis prêt, je suis candidat. Bon, là, en faisant l'impasse, quel est le risque? Le risque, c'est... le risque, la gestion du temps. Le report, la gestion du temps. Parce que c'est pas évident. Hein? C'est pas évident que la décision soit la plus sage. Bon, sauf si on est sûr de son innocence, ça c'est clair. Hein? Si on est sûr de traverser, à ce moment-là, mordicus, on dit non, on va jusqu'au bout et point final. Mais dans ces affaires-là, c'est tellement subjectif et c'est tellement peu simple. Hein? Et comme il y a du politique là-dedans, c'est sûr, parce que donc c'est pas simple. Le fait, sans doute, d'aller en appel, peut-être on aurait pu très bien dire pourquoi agir, comme tu viens de vous le préciser, tout d'un coup, donc accepter la décision. Mais là, c'est une décision politique, c'est un jeu politique. Hein. C'est un jeu politique. Mais quand on analyse, moi j'ai entendu dire les éléments de la décision, ce support de communication à la télévision, notamment par son avocat. Quand on regarde la demande du procureur, puis il y a un autre élément important, c'est sur le nombre de factures
il y a un certain nombre de factures, un nombre qui a été mis de côté, un nombre de factures, une quantité de factures. Et puis, il y aurait, dit-on, des arguments pour contrer celles qui ont été retenues, n'est-ce pas? Donc, on peut penser, je ne sais pas, on ne peut pas décider avant, faut les faire valoir. mais peut-être sans doute un appel, il ne faut pas s'étonner ça va peut-être surprendre, mais ça pourrait s'attendre à une décision tout autre, compte tenu des éléments avancés expliqués par ton avocat. La presse. Je sais pas. Les avocats, je les connais. Maître Roth disait, mon client est innocent. Il est innocent, oui. Donc, non, mais je parle des éléments concrets, la quantité de factures. Non, mon client est innocent. Mon client est innocent. Ce qui m'étonne un peu, mais je ne connais pas, je ne suis pas juriste, je ne connais pas le droit en matière politique et tout. Mais ce qui m'étonne et qui me fatigue en Guadeloupe, c'est la stupidité avec laquelle certaines personnes sont prises à chaque fois dans des problématiques qui sont des problématiques de conformité. C'est pas possible. Vous avez un cabinet, vous avez un bureau, vous avez des procédures qui sont claires et nettes. Vous pouvez vous faire avoir. C'est une grosse corruption, une grosse escroquerie. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais sur des conneries comme ça, des petits machins de francs 50, il me semble quand même que vous avez des pare-fous minimum qui devraient fonctionner. Donc là, à chaque fois, le gars arrive, les gens se font disqualifier sur des trucs où leur crédibilité, même moi que derrière, je dis, mais attends, comment ce couillon-là a fait pour se faire avoir comme ça? C'est pas possible. Donc c'est tout le seul commentaire que je dirais. Et c'est pas la première fois. Il y a cette espèce d'immaturité politique, institutionnelle, organisationnelle. Ils n'ont pas de conseillers, ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas des conseils juridiques, ils n'ont pas des conseils stratégiques qui leur disent là, fais gaffe, fais ceci, fais cela. Soit tu fais un gros truc à la Pygmalion, et là, dans ce cas-là, ok, mais à ce niveau-là, non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, attendons les décisions, il y aura appel, et puis bon, on va voir. En tout cas, on pourra dire aussi qu'il n'a rien inventé, puisque Sarko est bien dans le coup. Non, mais le problème, c'est qu'il y a appel, bon, il y aura, je sais pas, mais il y a toujours cette idée de manigance, de linge sale. Et ça, par rapport à un peuple comme la Guadeloupe, je parle de nous ici, où on a envie d'avoir des leaders positifs, on a envie d'avoir des gens qui nous mènent. Quand on voit qu'au bout d'un certain moment, ils sont destroyés par des histoires comme ça, comme n'importe quel vieil élu, ça te pose des questions. Mais franchement, moi, c'est la discussion que j'ai avec des gens, sur notre capacité, je dis bien ça, alors que c'est pas ça le problème, mais sur notre capacité d'autodirection, d'autogouvernance. Si à un moment où on est dirigé par d'autres ou condamné ou colonisé, enfin, ça ce que tu veux, on se trouve pris dans des traquenards comme ça, qu'en sera-t-il si c'est nous-mêmes qui dirigeons nos affaires? Donc, il y a une responsabilité collective à avoir, une responsabilité sur le devenir. Oui. Et une responsabilité pédagogique par rapport aux jeunes. Après ça, qu'est-ce qui va émerger comme élite politique? Oui. Et dans quelles conditions elle va émerger? On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais il y a la réaction aussi de l'opposition. Non, mais... le camp socialiste. Non, mais l'opposition, c'est normal. Dans ces bidets, ça, dès matin, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Qui a fait un bidet là, c'est l'autre là qui est au pouvoir. Ça, c'est le jeu politicien là qui... Non, effectivement, ça, on va dire là, c'est important. C'est la question de la responsabilité. On peut pas prendre l'exemplarité, les responsabilités politiques et affranchir de toutes les conditions qu'il y a à l'entourage et de toutes les obligations qu'il y a à l'entourage. Et là, ouais, ça peut arriver, même s'il n'y a pas vous directement. Parce qu'il faut veiller à ces vidéos à ça. Ça peut laisser son goût amer en tête à monde, mais est-ce qu'on est vraiment responsable? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'assumer des responsabilités? C'est une vidéo à ça qui est arrêté d'être tête à monde. De toute façon, le problème là, ça, c'est un problème à la fois politico, etc. Si bien que il peut être condamné là, il ne peut pas être condamné en appel, ça va dépendre de si vous voulez sensibilité à les juges, en même temps, est-ce que... c'est contradictoire. Oui, non, est-ce qu'il y a un compte aussi à régler pour tirer là par là et qu'il y a un régler par là? Nous, j'avoue ça de l'autre côté. Ça qui a frappé moi quand même, c'est que Nissa, et nous, un deuxième bulletin qui apparaît, c'est nomination à directeur ACTG. Qui lui-même qu'a trouvé impliqué et englué dans l'affaire scandale économique et politique. Et à avis, en moins, ça n'a pas qu'à voir une bonne image à les politiques. Ça n'a pas contribué à la destruction, à l'image, à les politiques, et même à les administratifs qui alentourent les politiques, puisqu'il n'est pas politique, nécessairement. Enfin, il n'est pas politique, il n'est pas élu.
Et ça a un soupçon de corruption dans les instances qu'a dirigées qui est particulièrement dangereuse. Pourquoi combattre la délinquance sur le terrain, la petite délinquance, combien d'argent, et pourquoi vrai qu'en réalité, on a lancé un message que c'est ces hommes voler gros, pas voler vite, et puis trouver d'autres moyens pour voler. Bon, ça c'est dangereux, parce que ça va mettre tout le système à danger. Et puis, de manière globale, il y a quand même un glissement, parce que on parle du président de région qui nomme quelqu'un mis en examen dans l'affaire des masques, hein, oui. Mais Macron vient de nommer comme ministre Rachida Dati. Hein? Ah oui. Mais c'est extraordinaire. Et il y a eu le coup aussi du ministre de Garde des Sceaux aussi, hein, qui a été blanchi. Oui. Il a été mis en examen. Ouais, donc, oui. Mais si tu veux, ça veut dire que on est... Non, c'est un autre temps. On n'est pas dans la simplicité. On est dans un autre temps. On est dans un autre temps, enfin j'ai l'impression, parce que autant on te disait avant, si tu es mis en examen en rêve, il faut démissionner. Hein? Oui. Aujourd'hui, on te dit, tant que tu n'es pas condamné, on peut le penser aussi. Tu peux rester. On peut le penser aussi. Tu peux rester. Non. Moi, on peut le penser, oui, on peut le penser, mais la pensée elle-même, la pensée elle-même est encadrée dans des temporalités. Il y a des façons de penser, il y a des générations de pensée. Et quand Nico dit on est dans un autre temps, c'est cette triple idée qu'on a depuis une dizaine d'années, la contre-culture, le wokisme, les contre-valeurs, l'inversion des valeurs, la post-modernité, en fait, tous ces trucs-là qui font que ce que pour des générations comme nous a été déposé à un moment donné, pas comme une doxa, mais comme quelque chose quand même qui permettait une certaine verticalité socio-culturelle, sociopolitique, ce monde-là est en train de basculer. À la limite, être leader maintenant, c'est être garant ou être porteur de valeurs de contre-culture. Donc là, il y a pas. Bon, les enseignants connaissent ça très très bien. Il y a quand même quelque chose dans le message à diffuser et dans la filiation. Il y a quand même quelque chose qui est très déstabilisant pour la formation des jeunes et des élites aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est passé du fameux principe la femme de César n'est pas fidèle mais insoupçonnable. Et aujourd'hui, on y prend le problème des poupes à poignée. Hein? Alors, on doit lancer donc, si vous enfin, je vais repasser, mais sans doute lancer la leçon à nos hommes, femmes politiques. Hein. Ça se résume sans doute comme cela. N'introduisez pas dans le dedans, donc chez nous, le désagréable, la merde, le bordel du dehors. Voilà. Et puis sentez-vous investi d'une mission supra-individuelle. Supra-individuelle. Vous êtes tout comme vous le dites, non. Exemplaire aussi. Voilà, c'est ça, moi je ne suis pas politique, moi je suis exemplaire de rien du tout. Donc s'il m'arrive quelque chose, c'est moi-même. Mais quand vous rentrez dans une mission politique, dans un truc comme ça, avec la capacité de... Les gens vous croient. Nous, on parle ici. Mais c'est le référent politique, donc, généralement. Bien sûr. Et puis vous créez autour de vous une émulation des choses. Soyez responsable de ce que vous émettez comme transfert vers les gens. Enfin, quand même. On a clôturé cette étape préliminaire d'Éco-Club. Alors, messieurs, venons-en donc à notre sujet, notre thématique d'aujourd'hui, ainsi intitulée « Violence routière ». Stop. Alors, je pense que dans un premier temps, il y a lieu de donner le contenu du contenant. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que chaque fois, on nous a appris ça, même de le bas de l'école. Hein. Quand vous parlez de quelque chose, définissez d'abord la chose. Donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et puis, c'est à vous le débat. Alors, ce qu'on met dedans, c'est d'abord des statistiques. Ah oui. Alors, pourquoi des statistiques? Parce que ça donne une image, une représentation. Alors, les statistiques sociales, ce n'est pas une mathématique sociale, ça ne veut pas dire rien, mais ça donne une idée de quelque chose. Alors, quantitative. Descriptif. Descriptif. Le problème qui va se poser pour nous, c'est comment on va passer de cette statistique descriptive à une représentation. Oui. À partir de quel moment Là, on est dans l'analyse. Oui. Dans l'analyse. Et aussi à quel moment on va passer à une problématique sociale. Alors, juste quelques éléments de statistiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils sont très, très connus. C'est très, très connu. C'est à disposition de tout le monde. C'est des documents qui sont fournis chaque année par la DEAL et qui sont très, très bien tenus et qui sont, entre guillemets, incontestés dans la mesure où ce sont des statistiques qui portent sur des faits, sur du vécu. Donc, une mortalité routière qui est au minimum 3 fois supérieure à tout ce qui se passe ailleurs dans le monde civilisé, qui nous ressemble. Oui. Guadeloupe, Martinique, France, département. Donc, 3 fois de plus. Donc, c'est très, très important, cette accidentologie, qui concerne surtout beaucoup des jeunes.
un taux de... Alors, ce qu'on appelle un indice de gravité. Ça veut dire le nombre de morts pour 100 accidents. Vous prenez vous prenez tous les accidents, vous les ramenez à un ratio de 100. Je sais que tout le monde aime bien les ratios maintenant, pour pouvoir comparer les situations, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est l'indicateur. Comme aurait dit René il y a longtemps. Citeris paribus. Citeris paribus. Voilà. Bon, effectivement. Bon, un indice de gravité en Guadeloupe qui est égal à qui va de 14 à 17. Ça veut dire 14 à 17 tués sur 100 accidents. Là où dans tous les autres pays, Martinique, Réunion, France et compagnie, on tourne autour de 6 ou 8 maximum. Donc 3 fois de plus. Donc cet indice de gravité, c'est l'indice de sauvagerie, de brutalité et de violence. Et de violence extrême dans l'accidentologie routière. Et enfin, un phénomène qui est un peu particulier, sur lequel on sera obligé de revenir, une coïncidence, une corrélation, interaction forte entre certaines situations sociales, Covid, confinement, mouvements sociaux, et juste derrière, une accidentalité routière extraordinaire, avec des comportements exorbitants, comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une compensation, d'une dépendance affective, symbolique, ou d'une compensation qui se jouait. Donc, ça, c'est rapidement les faits. Les faits, rien que les faits. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ces faits-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, parce qu'ils sont uniques. Et je ne suis pas pour la notion de spécificité. Mais en tout cas, dans la démarche, il y a quelque chose qui renvoie et qui nous interroge. C'est ce qu'on va essayer de réfléchir. C'est ce sur quoi on va essayer de réfléchir. Bon, la couleur est lancée, mais nous sommes en fait signe pour la publicité. Nous reviendrons sans doute avec Raphaël, on va poursuivre. Mais disons, la musique est lancée en quelque sorte. Hein, messieurs, alors voilà. Alors, publicité, télévision, pas mâché sans publicité. Nous sommes donc de retour après cette courte page publicitaire. Alors, je rappelle le titre de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, Violence routière, stop. Alors, la musique a été lancée, Raphaël a annoncé la couleur, n'est-ce pas, à sa manière. Il s'agit donc d'abord l'état des choses avec les chiffres, l'élément de quel contenu, quel contenant on va mettre, quel contenu on mettra dans le contenant, cela a été dit. Nous allons donc poursuivre. Alors, Raphaël, c'est bon là, il y a autre chose à compléter. Non, c'est bon, ça oui, va nous permettre de nous lancer. Voilà, de nous lancer. Alors, réaction à René ou au Nico, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette violence routière, Raphaël? Non, enfin, rapidement, encore que Raphaël bien introduit le sujet. Le fait que les statistiques, bon, avant, il y a très peu de voitures en Guadeloupe, et il y a certainement aussi une certaine forme de la délinquance routière. Ça veut dire que les gens ne pas respecter, mais ça c'est marginal. Et ça n'a pas abouti, sauf quand les autres à l'époque, c'est transport en commun qui était bois. Oui. En haut, là, c'était en fer, et en bas, c'était bois. Là, il y a fait un accident, le monde est blessé au mal outil, mais c'est parce que le bois est rentré au corail. Mais à part, il a été audit. Et le problème là, c'est que les statistiques qui ont fait que les bitins ont évolué, les statistiques, on voit que, tiens, ça devient important. Donc, la délinquance, il faut qu'on commence, il faut qu'on fasse quelques attention. Et puis après, ça devient catastrophique, parce que compte tenu de la quantité de routes qui sont circulées, des quantités de routes que nous avons, alors évidemment, les accidents sont de plus en plus nombreux. Ça qui est grave, c'est qu'il y a de plus en plus violent, c'est-à-dire qu'il y a tuer les gens. De plus en plus. Ah oui, ça, et c'est ça qui a, au niveau de l'opinion publique, puis marqué les gens. Quantité de morts là qui est là. Bon, à d'autres pays. Et à d'autres pays. Alors, il y a différents problèmes qu'a posé là. C'est certainement un problème de comportement à Guadeloupe et voiture. Il faut y entrer au bon voiture. Selon le type de Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas tout Guadeloupe qui a le même comportement là. Vous prétendez des gens qui disent ouais, madame, qui respecte moins ce bitin. Ça, c'est d'autres phénomènes, c'est annexe. Ça, faut dire aussi, c'est que la voiture, compte tenu du fait que les transports publics pratiquement morts en Guadeloupe, la voiture est indispensable. Et c'est pour ça que le nombre de voitures est exponentiel. Et actuellement, par exemple, pour un jeune qui est en formation ou qui est en emploi, compte tenu de l'absence de verre, la voiture est un élément important. Sinon, il risque pas ni formation, il risque pas de déplacer, etc., etc.
Donc, si vous voulez, le fait de nous ont permis de conduire, et là, papa, on te dit raison, le dit ça, ça t'a vu le moment fondamental et important, puisque socialement, ça t'a permis d'essayer de voir si ça, il pas ni en possibilité de développer. D'ailleurs, nous tous connaissons ces phénomènes-là, les voitures à pain, etc. Ça a un aspect aussi social à niveau-là, ça. Mais là, ça a un aspect utilitaire, social, etc. Et puis, ni d'autres bitins, c'est que voiture-là, compte tenu du fait qu'il n'y a pas ni là, il vient une sorte de bitin de loisir. Et comportement vis-à-vis des voitures a changé. Et alors, il y a dit jeune. C'est vrai qu'un jeune, de manière générale, il est plus apte à aller plus vite. Pourquoi? Il peut peut-être attirer vers la vie. Mais ce n'est pas jeune seulement. Hein. Ouais. Ou attendre toutes les classes d'âge, ou quoi, trouver des bougs qui cafent de gaz. Et en plus, cacher de plus en plus des gros lotos. Et puis, les gens qui achètent des gros lotos, puis les gens qui pensent qu'acheter un gros loto, c'est pour foutre de gaz. Porsche, etc. Alors que souvent, au panier des routes en Guadeloupe, café, on a utilisé ces voitures-là. Et puis on est le crédit. C'est pas la route, parce qu'effectivement, quand on est le crédit financier. Il y a certaines voitures, quand tu l'achètes, tu sais déjà en l'achetant que tu es en infraction. Ouais. Tu es en infraction à l'achat de la voiture. Voilà. Bon, c'est pas ce qui empêche que tu vas l'acheter, puisque tu as le crédit. Oui, qui est à côté de ça. Tu n'auras pas le crédit pour ton entreprise. Alors, on va revenir sur le Pareto après, parce qu'il va y avoir 3 piliers qui vont permettre de comprendre l'archéologie de la voiture. Mais dans ce que disait... au départ, le besoin, c'est besoin de se déplacer. OK. Ouais, c'est clair. Dans une modernité qui va effectivement de plus en plus avec de l'accélération. Donc, la voiture, historiquement, a créé son incontournabilité. Au départ, quand nous, on a passé notre permis, le problème, c'était le petit machin volant rose que tu mettais en haut de ta chemisette pour que tout le monde voit. Effectivement, le bac, c'était rien du tout. Hein. Mais le petit volet rouge qui montrait que tu avais ton permis, c'est très, très important. Et ensuite, c'était le statut social, la voiture, la mobilité, etc. L'accès à la vie d'adulte. La voiture reste quand même le dernier rituel. Hein, puisque maintenant, avant, c'était l'armée. Je partais à l'armée. Maintenant, tu as ta voiture, tu es directement... adulte. Et donc, la voiture, pour reprendre ce que tu disais, a créé son incontournabilité. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de quelqu'un sans voiture, d'autant plus que l'organisation publique des transports est tellement nulle que tu es pris. Et tu ne peux pas sortir d'un point A aller à un point B si tu n'as pas une voiture. Et la voiture est porteuse en même temps d'un certain nombre de symbolismes très très forts. C'est l'évasion, c'est la liberté, c'est l'expression, c'est même l'identité. C'est des compensations identitaires. Je ne suis pas très beau garçon. Je ne parle pas de moi, vous avez bien compris. Hein. Oui. Je ne suis pas très beau garçon, mais selon la voiture que j'ai, je vais avoir un charme que je n'ai pas par ailleurs. D'autant plus que le système accompagne. Ben bien sûr, il va complètement, parce que la voiture a été quand même la source de la modernité. Alors plus la voiture des années 70, 80, 90, qui était vraiment porteur de tous ces symboles-là, avec aussi sa charge d'agressivité et de masculinité dans leur rapport à la vie. Le rapport à la vie, ça c'est bien dit. Alors, Nico, sur ce point-là, il y aurait à partager peut-être l'analyse ou bien... C'est vrai que Raphaël est incomparable dans l'approche comportementale de ces affaires-là. Il a d'abord donné le descriptif, ensuite l'analyse. C'est clair. Ça, c'est un modèle du genre pour ceux qui regardent. Ah oui. Alors moi, plus modestement, le petit-fils du transporteur, qui a un doctorat inutile, puisque c'est le permis qui est la clé. Bon, va s'exprimer. En fait, c'est vrai qu'au départ, dans le métier que faisaient mon père et mon grand-père, ils ont commencé par Chayemoun. Chayemoun, oui. Ouais, bon. Comme dit trotskiste l'ami, on était dans le charroiement. Hein? Il y a des au Chamoun. Exactement. C'est ce qu'on disait. Chayemoun. Bon. Bon, et puis, ça a progressé un tout petit peu. On s'est mis à transporter les gens. Hein? Bon. D'ailleurs, mon grand-père, dans son camion, il transportait à la fois des gens et de la marchandise. Ouais. Ah oui. Hein? Ouais. Donc, c'est vrai. Ça, c'était exceptionnel. Cochon là, il était quand même allé, Donc, on a commencé comme ça. Et au fur et à mesure que ce transport se professionnalise, mais la consommation les a doublés.
à une vitesse folle. Hein? En tout cas, rouler sur le côté lent de la vie. Oui. Et tandis que la consommation, la consommation les a roulés totalement. Bon. Et il faut dire aussi que le transport en Guadeloupe n'est pas un droit, mais un marché. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qu'on donne aux usagers, c'est un marché pour consommer pièces détachées, automobiles, pneus, mutuelles. C'est un marché. Donc le but du jeu, c'est que ça ne marche pas en fait. Hein? Le but du jeu de ceux qui fournissent les éléments qui composent le champ du transport, c'est que ça ne marche pas. Hein? Pour préserver, d'abord pour développer de la consommation, pour les cars coûtent très très cher et tout ça, bon, pour la plupart ils ne sont pas subventionnés, donc c'est dur, il n'y a pas de marge à distribuer là-dedans, mais bon. Et puis, c'est pour permettre à la consommation de la voiture particulière de prendre place. Et parce que, tu vois, il y a une chose grave en termes d'image, là, je n'irai pas juste dans Charles Raphaël, mais quand tu vois, par exemple, Roland Tombourg, un jour, il rentre chez lui, il rentre à Gazaï, et quand on sort de Mercedes garé devant portail, putain, grave. Donc le cœur Bouga sautait quand même. Hein? Il rentre chez lui, il tombe Mercedes dans sa porte, il est un peu inquiet. Enfin, il fait le fier, c'est un Guadeloupéen. Il est rentré, il a regardé, pas ni Pombouk en case là. Ces femmes de ménage là. Hein? Qui débarquait avec l'autoail devant bataille. Devant bataille. Ça, c'est la Guadeloupe. Ça, c'est la Guadeloupe. Ça, c'est la Guadeloupe. Bon, donc, c'est le problème, il est là. Il est là. Ah oui, on peut dire ça. Le problème, il est là. Et alors, on me dit que les financeurs automobiles, je ne vais pas nommer leur nom, en général, si toi, tu demandes financer une Mercedes, il y a qu'à garder revenu à arbitrer pas. Si une femme vient, si une madame vient demander, il n'y a pas qu'à garder presque rien. Il y a quelqu'un qui finance ça, ça roulait pas. Parce que ils connaissent la sociologie du pays, me dit-on. Et ils disent de toute façon, premièrement, oui, il y a que pays. Il y a que pays. Vous, qui êtes salarié, il n'y a pas certain qui peut payer, mais lui qui n'a pas ni revenu, ils savent qu'il peut payer. Donc, on a des bons problèmes. Tu vois? Donc, c'est ça la concurrence entre le transport public, qui est un droit garanti par la Constitution, et la consommation, encore une fois en Guadeloupe, qui vient perturber ce champ-là. Et pour finir, pour l'organisation du transport, je ne sais parler que de ça, il y a un gros problème. C'est que, tu vois, sous la pression d'une sorte de réglementation à la française... Le système, disons. Le système. Ces gens-là ont tué une histoire du transport en Guadeloupe, des fonds de commerce et de la valeur créés par des gens, et puis une culture aussi. Hein? Une culture. Par exemple, ma fille prend le bus, moi je prends toujours le transport en commun. Bon, peut-être que je suis un vieux monsieur désormais, mais c'est pour te montrer que le transport chez nous, c'était plus que le fait du déplacement. C'est autre chose. Hein? Je me rappelle souvent, on m'a dit... c'est bizarre, pas qu'à voir. Il faut qu'on ait italique pour passer. Italique pour passer. Il est laid. Mais il est laid. En campagne, c'était comme ça. La campagne, c'est comme ça. Donc, c'est ça qu'ils ont tué. C'est ça qu'ils ont tué. Bon, alors, c'est vrai quand même, et ça, c'est la fin. La question, et on en parlait tout à l'heure, Raphaël, c'est la question du modèle. Est-ce que ce modèle-là est viable? Est-ce qu'il peut arriver jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est de vraies questions à lesquelles il faut répondre. Alors, avant de répondre à la vraie question, il faut quand même qu'on fouille des choses que Nico a dit, qui s'est passé trop vite. Tu as dit c'est trop important pour que ça passe aussi vite, parce que ça paraît évident. Alors, souvent, il faut s'interpeller sur les évidences, surtout quand on veut penser autre chose. Nico dit que dans le rapport à la voiture, au-delà des rapports économiques, on gère plus que du déplacement. Mais ça, c'est un problème. Normalement, la voiture, c'est ce qui permet de gérer de la mobilité. Ça veut dire partir d'un point A pour arriver à un point B. Et ça, dans un ordre spatial. Je pars du Moule pour aller à Morne-à-l'Eau. Je pars d'une capitale pour aller dans une province. Dans une périphérie. Une périphérie. Et c'est tout. Mais si on gère plus que du déplacement et du déplacement spatial, c'est qu'on va y mettre des choses, alors au niveau économique, au niveau politique, au niveau fonctionnel, qui vont venir en surimpression sur ça et qui peut-être à un moment donné vont détourner le sens premier
du déplacement, pour mettre en place d'autres éléments qui vont prendre de l'importance. Ces autres éléments, ça sera quoi? Ce ne sera pas du déplacement, mais du transfert. Et du transfert de charge. Alors, ça peut être... Et quand on dit transfert, on n'est plus dans le domaine physique, on est aussi dans le domaine psychologique, dans le domaine symbolique. Il faut satisfaire des besoins. Au départ, le besoin utilitaire fondamental, c'est le transport et le déplacement. OK. Mais il y a d'autres besoins qui vont être joués là, qui vont se greffer là-dessus, et qui vont pouvoir prendre des dimensions qui au départ étaient micro, mais qui, avec la modernité, avec l'évolution des années 90-2000, c'est ce que tu disais, vont prendre de plus en plus importante au point de mettre en subsidiarité le besoin de déplacement. Et aujourd'hui, on est dans un espace, alors en Guadeloupe, alors c'est pas spécifique à la Guadeloupe, hein, mais on est Guadeloupéen, on parle de la Guadeloupe, mais c'est un mouvement qui est beaucoup plus global que ce qu'on imagine. On est dans un monde, je reprends ce que je disais encore, de substitution. La voiture est devenue un espace de substitution. Et dans cet espace de substitution, la violence va apparaître comme une violence par procuration. Alors la violence, c'est quoi? C'est la grande vitesse, hein, ou c'est certains types de comportements. Oui, ça veut dire que c'est un déplacement, un transfert d'un objet ou d'une situation complètement normale, banale et au service de l'individu ou du collectif à quelque chose qui va devenir un ersatz, une externalité négative qui se retourne contre l'usager. À l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Et donc, la violence par substitution, c'est la voiture, c'est l'agressivité, c'est tout ce qui va se passer à travers cette délinquance au quotidien et qui vont nous poser problème. Sur le modèle, est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'on est arrivé à la fin du produit, hein, du cycle de produit? Et qu'est-ce qui s'est passé avant de comprendre ce qui va se passer ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est plus une question. C'est plus une question qu'un commentaire. L'outil viril de l'automobile. Hein? D'ailleurs, il y a un message sur TikTok extrêmement grave que j'ai vu là. Sombourg, ça se passe en Californie, je pense. Il a garé sa Lamborghini sur le trottoir, hein, et il drague une femme. Il dit, bon, viens avec moi passer la nuit. Directement, cash. Hein? Viens avec moi passer la nuit. Puis tout ça, madame m'a dit, qu'est-ce que... Qui m'a nouillé. Hein? Quand on cache madame pour qu'il te mange bord. Bon. Quand il arrive, bon. Oui. Et il est rejeté. Là-dessus, le gars, avec sa télécommande, sa commande à distance. Clac, il clique sur sa bagnole. Bam. La bâtiment. Le moteur est en marche. Vite là, il a ouvert. Bam. Il se déplace vers sa bagnole. Et on filme la femme. Qui est perplexe, il ne bouge plus. Qui bouge plus. Et les plus hein, certains se déplacent. Il dit, c'est à toi la voiture. C'est à toi la voiture. Donc on dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé, machin de ça. Et dans beaucoup de cas, et c'est ça qui est dégueulasse, elle monte dans la voiture et il part avec. Bon, alors ça, c'est le constat un peu grave. J'espère que ma femme ne regarde pas. Et que les féministes qui pensent que je leur appartiens n'écoutent pas Ego Club. Bon. Mais c'est terrifiant. Je pense que peut-être il y a une manip, un montage, mais en tout cas, c'est interpellant. Ma question, c'est Raphaël peut m'aider à répondre. Est-ce que cette vérité-là, est-ce que c'est uniquement réservé aux hommes? Parce que je vois des femmes, je ne sais pas, des femmes et leurs voitures qui m'interpellent. Les voitures qui m'interpellent. Oui. C'est l'angle d'attaque de Rimo Amaï, ça, les femmes. Ah bon? C'est dommage. Non, il aurait dire là-dessus. C'est-à-dire que il faut qu'Raphaël nous explique. Est-ce que c'est réservé, hein, aux hommes, cette mutation subite dans la voiture par rapport à la voiture? Donc on voit que la question de violence routière, c'est une question qui n'est absolument pas simple. Le système, c'est la partie sans doute émergente d'une problématique complexe. Je vois que tu Non. Alors, historiquement, générationnellement, c'était avant tout un comportement très marqué masculin. De la masculinité. Viril, homme, hein, au sens. Bon, avec l'évolution et la diffusion des modèles des genres, en tout cas des représentations.
sur les genres féminins, masculins, et la reconnaissance qu'on est tous un petit peu féminins, tous un petit peu masculins, le modèle de la voiture a évolué en fonction des gens. Tu as des voitures féminines, tu as des voitures masculines, et tu as des gens qui vont acheter la voiture parce qu'elle a un rapport, comment dirais-je, vaginal avec le genre. Avec eux, oui, avec le genre, et des femmes qui vont acheter la voiture pour accentuer leur masculinité. Ce qui veut dire que l'objet mythique, l'objet symbolique voiture, va chercher à satisfaire les pulsions inconscientes des individus. Tu disais la femme en Californie, mais quand tu vas acheter une voiture, quand tu vois les marques publicitaires à côté des voitures, on ne sait pas si tu vas acheter la voiture ou si tu vas acheter la femme qui est debout à côté. Ou etc. Le mouvement reste, le processus reste le même. Donc pour répondre directement à la question, oui, au départ c'était très masculin, mais non aujourd'hui, où tu as des femmes qui ont gagné en termes de revendication, de virilité, de masculinité, et qui vont avoir un rapport à la voiture qui est le même que ce que nous, on avait il y a peut-être 10-15 ans, avec une revendication, une vindique par rapport à la voiture, qui est tout à fait virile, masculine, et qui correspond à une évolution du modèle du genre féminin. On vient, René, mais il est certain qu'une parenthèse, quand on entre dans la substantifique moelle, dirait-on, de la violence, des violences routières, les femmes ne sont pas, je dirais, les premières ciblées. Hein. Je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais j'imagine que les hommes sont plutôt les premiers, je dirais, ciblés en termes de personnes impliquées, responsables en tout cas, me semble-t-il. Hein. C'est pas. Alors, on est parti dans une société qui au départ pensait que ce que l'homme peut faire, la femme ne pourrait jamais la faire. Oui, dis donc ça. Ah oui, je sais. Et on est arrivé dans une situation où on se rend compte que tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Ah, c'est pourquoi il n'y a de plus en plus. Il n'y a pas à se gêner. Donc, c'est pas étonnant que quand on parle là, on parle autant pour les hommes que pour les femmes. Exactement. Puisque les comportements ont complètement évolué. Il n'y a pas à se gêner. Il n'y a pas à se gêner quand elle t'arrête pour te demander, monsieur, est-ce que vous avez la gentillesse, la sympathie de démonter la roue pour la remonter? Oui, quand on dit, madame, montez vous-même. Tu sais, je vais te donner une petite anecdote une fois. Je sortais d'un match de football. J'avais été regarder le match à Petit-Beau. Il y avait mon fils avec moi. Et il dormait derrière. J'arrive à Feu Rouge, en ville, et il y a 3 filles dans une voiture. Elles parlent, et puis elles me regardent, elles me disent, tu ne voulais pas nous accompagner dans une boîte de nuit, etc. Oui. Alors, moi, après ça, on a dit, ah, c'est dommage, mais j'ai mon fils qui dort derrière. Et ouais. Donc, si tu veux, déjà, ça te montre, c'est de l'anecdote, hein, que déjà le comportement des filles avec la voiture, c'était celle-là. On a gagné notre liberté et tout ça, et puis pourquoi pas. Ça, je ne mets pas en cause le fait qu'elle voulait, mais etc. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle voulait trouver quelqu'un pour voir, elle s'est dit, tiens, il a peut-être une affaire, il viendra avec nous. Et sa conception par rapport à la voiture, elle l'avait pour le loisir. Ce que je veux dire aussi, c'est que moi, à l'époque, mon père avait une voiture. Oui. Et mon père travaillait à Pointe-à-Pitre, on habitait à Pointe-à-Pitre. Il y avait simplement une maison de campagne qu'on avait avec nous, à la Lézard. Mais la voiture, toute la semaine, elle restait à Pointe-à-Pitre. Il ne la prenait même pas pour aller travailler. Ouais, c'était sa voiture. Il ne prenait la voiture comme pour monter à la zone le samedi et retourner le dimanche soir. C'est tout. C'était une autre conception pour la voiture. Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, il n'avait pas de voiture, mais quand il louait une maison, par exemple, au Gosier, qu'on allait en vacances au Gosier, c'est un transport en commun. Comme tu disais, on mettait les valises, c'est un transport en commun qu'on montait, et lui et maman, ils faisaient la route de transport en commun tous les jours. Donc, si tu veux, il y a ça. À l'heure actuelle, c'est plus tout à fait, on n'est pas dans ces mêmes choses. Les choses ont évolué. Les choses ont beaucoup évolué, et même les mentalités ont beaucoup évolué. Avant, on avait une sorte de mentalité d'entraide, de collectif, pourquoi pas. Et puis, il faut dire qu'à l'époque... La violence aussi, oui, hein. Non, oui, mais de plus en plus, l'individualisme s'est développé. La mentalité individualiste s'est développée. Et quand quelqu'un a sa voiture, ça lui donne une prestance là où il est. Oui, là où et quand il rentre parfois dans sa voiture, ils sont si mal dans la rue là. Selon les c'est pas tout le monde, hein, heureusement d'ailleurs. Et c'est de là où tu retrouves tout le problème
ça ne veut pas dire que des gens qui sont totalement bien ne peuvent pas parfois, ça peut arriver au bilan, si tu pas une attention ou un bilan comme ça. Mais parmi les gens qui ont, de manière optimale, ils ont une voiture, tout ça, c'est en cas où c'est homme comme femme, hein, ce niveau-là, en cas où les bonnes places, sortis autres là. Ce qui, on va revenir. Il y a la pub, mais on va revenir tout à l'heure sur la problématique. Il y a donc la pub, pardon. Mais je voudrais tout simplement vous dire aussi que l'actualité du moment, le covoiturage, change la donne. Puisque avec le covoiturage... Oui, elle va changer la donne. Elle va changer la donne. Mais c'est déjà demain. C'est déjà le monde de demain. Et parce qu'avant ça, il faut gérer la notion d'éco-citoyenneté et de rapport entre nous. Et on n'est pas encore là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans, mais nous sommes bien dans la Mais c'est vrai que la route, pour reprendre un peu ce que disait René, la voiture est en train de changer de statut. C'est-à-dire qu'elle passe d'un objet utilitaire, fondamentalement utilitaire, à un code d'accès. Alors pendant longtemps, c'est un code d'accès à la puissance personnelle et tout. Oui. Maintenant, c'est un code d'accès à une nouvelle forme de citoyenneté. Et de vivre ensemble, mais encore faut-il le mériter. C'est le snob effect, dis-donc, le paraître. Alors, on me fait signe, pub. Vous connaissez la musique, télévision, pas mâché, sans publicité. Nous sommes bien de retour après cette courte page publicitaire. Alors, messieurs, de la progression de cette émission, nous avons évoqué quelques informations du descriptif, en quelque sorte, de la violence, mais les sources d'information, les sources d'information, on peut s'en procurer. Elles sont extrêmement bien tenues, si je tiens à le dire. Oui. C'est tout simplement parce que dès qu'il y a un accident corporel, les gendarmes les enregistrements sont faits. Enregistrent ça dans des bacs et ça remonte au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, et ça tient des statistiques extrêmement bien déclinées. Alors ces statistiques disent tout. C'est très facile à voir, la prévention routière, à la DEAL, c'est donné gratuitement, dans les auto-écoles, ils les ont tous, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'information. Alors qu'est-ce que ça dit rapidement? On se tue en Guadeloupe sur les belles routes, par beau temps, avec les gilets bonnes, et la journée. Bon. Il n'y a pas de jour particulier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, alors qu'en France, il y a des fois il y a des petites tendances, plutôt les accidents de trajet, donc le soir en sortant du travail, le matin en y allant, plutôt le week-end, des choses comme ça. À Guadeloupe, on se tue tous les jours, à n'importe quelle heure, n'importe où, et de préférence par beau temps. On ne se tue pas dans les routes dangereuses. Les grands fonds, personne ne se tue là. Non. Comme tu sais, des accidents dangereux. Il n'y a pas de radar, on est bien. Et en plus, c'est pas la peine. Bon, les mamelles, paradoxalement, il y a des accidents spectaculaires de temps en temps, mais on ne se tue pas tellement dans les mamelles. On se tue, je dis bien, dans les belles routes, lignes droites, donc toutes les lignes droites qu'il y a en Guadeloupe, toutes les belles routes dégagées, les routes soi-disant nationales, c'est où on se tue. Donc la journée, par bonne visibilité, donc la représentation, la surreprésentation des deux roues est extraordinaire, puisque les deux roues représentent 2% de la circulation en Guadeloupe, et dans la réalité des accidents, c'est entre 30 et 40% des accidents. Donc il y a une surreprésentation des deux roues. Oui. Les piétons, les usagers vulnérables sont hyper représentés aussi, ce qui fait quelque chose de tout à fait particulier. Et je me rappelle une fois une publicité si vous venez en vacances en Guadeloupe du Figaro, il y a très très longtemps, mais faites gaffe, vous risquez de retourner extropié. C'était une publicité qu'ils avaient faite contre nous. À cause des deux roues? À cause des accidents des vulnérables, des usagers vulnérables. Donc il y a vraiment un vrai problème avec les piétons, il y a un vrai problème avec les deux roues. Alors au début avec les deux roues, c'était dû au comportement même des deux roues. Aujourd'hui, c'est aussi dû au comportement, à l'inadéquation, à l'incompatibilité entre les exigences des chauffeurs et les exigences des deux roues. La remontée en double fil ou des choses comme ça, ou la maîtrise. Un Guadeloupéen qui est pilote de deux roues, c'est quelqu'un qui s'est tortillé du cul pour rester droit, etc. On demande à un deux roues comment on fait un stop, comment on marque le stop, il dit je m'arrête 3 secondes, et je repars. Alors qu'en réalité, il faut déposer un pied à terre. Enfin, c'est un certain nombre de choses comme ça qu'on apprend. Donc, on a une archéologie du savoir sur les comportements qui est très, très précise et qui nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est à la disposition des gens, c'est su. Ce qui manque, c'est la confusion qu'il y a entre conducteur et culture. C'est ce que tu disais, culture de la route. C'est pas parce que vous êtes bon conducteur que vous avez une culture de la route. C'est pas vrai. La culture de la route, c'est la manière de s'approprier tous les ingrédients qui vont avec la route. Et ça, on est étonné de voir que les gens conduisent, mais ne savent pas du tout dans quel environnement
quel est le statut de l'autre, quels sont les états que tu peux avoir, ou des choses comme ça, par rapport à la route. Nous allons quand même préciser que renverser une personne, un piéton, sur, par exemple, passage piéton, c'est du pénal direct. Ah non, mais même hors passage, un piéton, en tant qu'usager vulnérable, quel que soit l'endroit où il est, quelle que soit l'intention qu'il manifeste ou qu'il ne manifeste pas, il est prioritaire. Il est prioritaire. Et il est protégé. Mais il ne faut pas en abuser quand même, les piétons. Ah, mais non, mais il est prioritaire. Prioritaire, c'est ça. Dans un espace de droit, les mots sont univoques. Le code pénal réserve ce qu'il réserve pour ce type d'infraction. Alors. Non, mais il faut savoir, c'est qu'il y a des biens fondamentaux qu'on conduit, c'est qu'il faut maîtriser la voiture. C'est pas normal que si vous avez un piéton au bord de la rue, il a qu'à marcher, même si c'est la nuit, et qu'on va vous taper. Ça veut dire qu'on te roule à une certaine vitesse, qui t'a fait qu'on t'a passé serré au bord de la rue là et tout ça, qu'on trappe les gens là. Bon, donc, ni des gens, premier but côté à ça, c'est qu'il faut une maîtrise avec là. Ça veut dire qu'on va rouler entre ces deux mains-là, on va rouler. Il fait pour ça. Il serré pour marcher à droite, il serré pour marcher à la bonne gauche là. Ça qui permet de là quand même, on s'est habité. Mais non, deuxième phénomène, c'est aussi, si vous voulez, dans les accidents, les taux d'alcoolémie ou alors les addictions aussi. D'autres addictions. Et on peut constater qu'il y a des accidents parfois assez violents qu'en fait tout le matin. Et moi, pourquoi, généralement, 4 h du matin, ou des bien comme ça, c'est d'avoir simplement des gens sortis à des amusements et tout ça, et pas ni. Ou bien, ils ont rentré vite à casa, ils ont même rendu compte qu'ils n'ont pas voulu trop vite et tout ça. Et c'est là où on a des accidents qui d'ailleurs ont provoqué l'épuisement. Pas toujours, on a aussi des accidents en pleine ligne, des gens qui pètent contre la voiture là. Mais si vous pètez contre la voiture là, c'est que certainement, il y a un point de vitesse ou alors un moment d'inattention qui fait qu'on pète contrôle à la voiture là. Donc, si vous voulez, il y a tout un certain nombre de comportements par rapport au bug qui se déroule là et tout ça. Moi, c'est un problème de principe à casa moi. C'est que on pas qu'à doubler. Là, on va doubler. On va commencer par regarder au rétroviseur. D'après moi, doubler. Ah oui, d'abord on va faire doubler parce que l'autre là a roulé trop l'autre. Donc on coiffe ton coup de volant. Même les rétros. Et en particulier, rétro là important. Pourquoi? Parce que toutes ces boucles là qui ont déroulé là, quand même, ils ont une lumière limée. Et rien qui l'a fait de vraies lumières là limée qu'a fait qu'on a dit non, on va doubler. Parce que en passable, c'est temps là quand on dit pour passer là. Et temps là, monsieur a réalisé qu'en coupé ou taille, il est ni temps freiné et il peut y trouver à don bab. Et souvent, on a des babs comme ça, capitaine, et qui arrivent. Alors, c'est bien. Si vous voulez, à part une question simplement de délinquance, mais c'est une question d'attention. Ah non, non, mais. Là, on va conduire, il faut faire attention. Il ne faut pas occuper de vos téléphones. C'est ça. Parce que tant là qu'on baisse tête à il ne faut pas occuper de. Il faut concentrer dans les ça qu'on fait. Le réflexe rétroviseur. C'est généralement ça qui est plus important. Non, mais c'est absolument ça. Alors, juste pour continuer, parce que c'est vraiment ça. Hein. On a beaucoup étudié en termes de radioscopie l'accidentologie. Et on sait effectivement donc, le problème de l'alcool, le problème des addictions, le problème des comportements avec des objets parasites, hein, le téléphone, les choses comme ça. Et donc, on arrive à avoir une idée, une espèce de tableau de cinématographie de l'accident. La première chose, alors ça arrive à n'importe qui, n'importe comment. On dit les jeunes, c'est une majorité de jeunes, mais ça arrive à n'importe qui, y compris des gens très habitués. Bon. Le problème de l'accident, c'est que ça n'arrive qu'une fois. Hein. Tu peux très bien avoir 30 ans, 40 ans de conduite, et un accident grave, c'est un accident grave. Donc, il n'y a jamais un capital définitif à ton crédit qui te permettra de dire que tu n'auras jamais d'accident. Et tu as des gens aussi qui ont 36 fois des accidents, des micro-accidents qui ne sont jamais graves, etc. Donc, il y a toute une psychologie à avoir par rapport à ça. La première chose qui se passe, c'est au niveau comportemental, il y a une rupture de rationalité. Alors, cette rupture de rationalité, elle est momentanée. C'est pas quelqu'un qui est délinquant fondamentalement, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, se trouve en espèce de rupture. Ça peut être un besoin d'adrénaline, décharge. Hein. Je ne sais pas, je pense à quelqu'un qui roule tranquillement, qui n'est pas pressé, et qui se fait doubler par quelqu'un. Il can estimer que ça va être bouffette. Quand il veut lycée, à quand il cherche. Ou bien une femme qui double un homme. Ça existe, hein. Ah, mais c'est des trucs considérables. Ça peut être aussi une notion d'érotisation de l'instant présent. Il est là, il est bien, il est superbe, puis il a envie de faire un coup de gaz.
Un coup de gaz, un coup de butin. Comme il y a une espèce de volupté, une espèce de symphonie, de musique écologie dans la voiture, et il veut aller, etc. Ça peut être aussi carrément une oblitération de la conscience. Il s'en va dans un autre domaine. Hein, c'est peut-être plus vrai pour les produits les psychoactifs, mais la voiture peut être dopante, hein, pour certaines personnes. Ça peut être une espèce de... Bon, il y a ce premier phénomène qui pose problème. Pourquoi? Comment? À quel instant ça peut revenir? Et comment se garantir par rapport à ça? La deuxième chose, c'est qu'il y a un fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, nous avons une somme de frustration, une forme de manque qu'on accumule. Et puis à un moment donné, excusez-moi l'expression, hein, mais tu as au plein. Ouais, c'est vrai, quoi dit ça. Et donc, tu pars en voiture et tu as envie. Tu as des gens qui se lèvent à 2h du matin, 3h du matin pour aller faire un carré. Un carré. Pas même ça, Et même ça, tu as des gens qui, à un moment donné, ils seront tranquillement. Ils vont faire une accélération. Et l'effet cocktail, c'est le fait que la somme des petites frustrations de la vie de tous les jours, à la maison, au travail, et à un moment, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, ce qui fait qu'on est toujours en équilibre instable. Et ça, je ne parle même pas de mauvais état de la route ou des choses comme ça, parce que ça, on le voit. De la vie. Et puis, il y a un aléa. Un aléa, c'est du n'importe quoi. Et l'aléa, c'est le propre de la modernité. N'importe quoi qui peut arriver, un phénomène comme ça, ceci, cela, et l'ensemble, le cocktail, le mélange va être détonnant. Et on va demander à ce moment-là à la voiture de servir d'amortisseur, de compensateur d'une situation dégradée dans laquelle la conscience elle-même fout le camp. C'est pas possible. Ça a passé une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, ça passera pas, et l'accident va apparaître véritablement, à un moment donné, c'est l'hypothèse que nous on développe, comme un équivalent suicide. Et c'est ça qui devient grave en Guadeloupe. Ouais. Donc, c'est bien, en tout cas, voir la complexité même de cette thématique, hein, la question des violences routières. Il ne s'agit pas là de choses simples. Hein, il faut entrer véritablement pour bien comprendre le phénomène dans sa substantifique moelle pour essayer de décoder tous les aspects. Alors, un peu d'espérance oui. Là-dedans, mais enfin, en étant modeste, toujours du côté du transport en commun. Ah oui, c'est l'obsession des Italiques. C'est bien nous, hein. L'obsession des Italiques. Il faut mettre de l'ordre. Hein, il faut mettre de l'ordre dans le transport public ici. Alors, mettre de l'ordre, c'est peut-être avoir une autorité unique chargée du déplacement d'un pays. Oui, hein, voilà, bon, ça, c'est penser, organiser le déplacement. Ah oui, vraiment, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être transférer la compétence. Hein, on fait des expérimentations dans l'énergie, tout ça. Oui. On peut imaginer, comme c'est tellement, nous, c'est petit pays tellement particulier, que l'autorité unique prend toutes les compétences du transport et du déplacement, en intégrant toutes les données écologiques, sociales, la subvention, la politique d'aide et tout ça. Ça, ce serait une belle chose. Et je pense que sur un territoire comme le nôtre, il y a à faire. Et surtout, une chose que je tiens, réintroduire la dimension culturelle peut-être là-dedans. La dimension culturelle. Ouais, bon, c'est la première chose. Et pour finir, j'ai une dernière chose à dire, et là, le père Italique étant décédé, il ne pourra pas pleurer. On marche vers la suppression des chauffeurs dans les voitures. La suppression des chauffeurs. Ah oui. Ah oui. Non, c'est-à-dire que... C'est l'IA, hein, apparemment. C'est-à-dire que, exactement. René dit, René dit, bon, en tout cas, il est pire que le père Italique, finalement. Si le père Italique savait qu'on joue, dit que l'auto qui est circulée en la rue, sans mon abord, et sans chauffeur, oui. Non. Il aurait parié tout ce que vous voulez pour dire que c'est pas possible. Ça, c'est menti à mentir. Eh ben non. Dommage. Hein, dommage. D'ailleurs, il paraît que pendant les Jeux Olympiques à Paris, il y aura une grande expérimentation de voitures circulant sans chauffeur. Alors, il paraît que ça limite l'accident. Enfin, il y a beaucoup de vertus. Hein, bon, il paraît. Bon. Mais en tout cas, la vertu que ça a, c'est que ça rétablit le doctorat par rapport au permis de conduire. Oui. Mais pour loger, vous savez, ici, en Guadeloupe, nous le savons très bien, nous avons inventé, aide à chauffer. Oui, mais c'est un emploi, ça. C'est un emploi, c'est un vrai travail. Oui, nous avons inventé ça, comme nous avons inventé pompiste aussi, d'après moi. Aide à chauffer, nous supprimer aide à chauffer,
Mais l'autre côté là, qui a inventé chauffeur. C'est-à-dire, voiture là, qui a roulé, tout cela. À quoi signaler que aide à chauffer, c'était à la fois pour ramener mon pour voiture là, Oui. mais c'était pour faire monter vite les trois voitures là pour transporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que... pas chauffer là, il était invité par aujourd'hui. Là, c'est aide à chauffer. Chauffeur, c'est chauffeur. Et puis. Non, mais l'évolution, effectivement, c'est comme dirait Nico, c'est vers une mise à distance de l'individualisme. Ce qui est prioritaire dans les 10-20 années à venir, c'est ce qu'on appelle la mobilité citoyenne. Un public. Le déplacement est un droit. C'est un droit régalien. Et donc le public doit pouvoir se déplacer à n'importe quelle heure. La liberté, en Occident, la liberté de déplacement, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Et c'est pour ça que la prison, en principe, dans sa symbolique, est importante, parce que justement, on empêche les gens de se déplacer. Donc la mobilité citoyenne et la mobilité collective. Donc, sur un continuum qui est de déplacement, sans que nécessairement la voiture soit l'outil de référence principale. Donc on va vers ça. Donc quand tu parlais tout à l'heure de covoiturage, c'est une formule. Quand on voit toutes les évolutions des différentes formes de mobilité qui peuvent s'agréger pour assurer le déplacement, c'est aussi un des modèles. Mais en tout cas, il est sûr que le rapport... Alors, prenons le cas de la Guadeloupe. Il est clair que le rapport individuel à la voiture ne pourra pas se prolonger pendant les 10, 15, 20 années à venir. C'est comme l'habitat. Donc le problème maintenant, c'est comme l'habitat, effectivement. C'est comme la gestion de l'espace, c'est comme la gestion de l'agriculture, la gestion des terres. Nous sommes un territoire défini, prédéfini. Donc il faudra bien à un moment donné qu'on fasse de cette terre-là une terre pour tous, et non pas une terre pour chacun. Donc plus on va anticiper collectivement au plan de l'éducation, au plan des infrastructures, au plan des essais-erreurs sociaux, des nouvelles modalités de vivre ensemble, plus on va gagner du temps. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. Et c'est peut-être comme cela qu'on va réussir le vivre ensemble. En tout cas, c'est en le créant qu'on le fait avancer. Non, mais ça, je veux dire, on l'idée du côté développé là qui est pas capable de intéressant. C'est-à-dire qu'il faut nous envoyer une véritable ministère des Transports en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que le transport en Guadeloupe, pas qu'à poser simplement en termes de voiture, hein, même si nous parlons de la délinquance routière et tout, c'est bien ça. Hein. Ben, en tant qu'archipel, la continuité territoriale qu'a posée de manière interne. Et c'est pour ça qu'il faut nous un véritable ministère. C'est-à-dire que tous ces aspects-là, ça, subventions, etc., tous ces aspects-là, ça, délégation de services publics, etc., tous ces aspects-là, ça doit être pris en compte. Là, on va aborder pour un transport à Gaza. Pourquoi? Parce que même dans l'occupation à l'espace, ou pas ni en Guadeloupe en quantité de terre pour faire indéfiniment route. C'est ça. Et ça, il faut intégrer ça. Oui, on peut pas. Faut faire très attention à tous ces problèmes-là. Ça. On ne peut pas déséquilibrer le territoire au point de mettre un handicap. Oui. Alors, nous sommes bien dans la violence routière, mais Nico, je crois que tu as fait allusion au transport autrefois. Est-ce que le modèle qu'on a fait ici avec les transports en commun, n'est-ce pas, on a dû s'en défaire parce que la législation a évolué, on a tenté de remplacer cet ancien système par un nouveau système, mais nous reconnaissons ensemble que le nouveau, entre guillemets, n'est pas forcément le modèle idéal, puisque les critiques abondent quant au modèle qui est actuellement en vigueur. C'est clair. Le souci, Jean, c'est que ce modèle qui sortait de la tête des pères italiques, c'est un modèle importé qui a voulu le remplacer. Hein? Oui, un modèle importé. Voilà. Modèle du centre, disons, entre guillemets. Donc c'est ça la question. Quand tu supprimes les transports en commun et que tu mets les bus, et que finalement, ils n'ont pas d'horaire identifiable par le transporté, hein? Oui. Parce qu'il paraît, ma fille dit non, c'est pas vrai, tu te mets sur l'application, hein? Et sur l'application, tu vois les horaires. Bon, je dis à Kadadja, c'est très bien, mais est-ce que tu penses que grand-mère, tonton, tati, ni en portable pour ça, et deuxièmement, ni l'application pour ça, qu'il est, bus là qu'à passer. Et puis il y a chez application là. C'est pas alors que Bouglin, il te savait à Quillet, Gonzague, Aricic,
italique, t'es capable. Ah oui, ça c'est clair et net. Bougassa. Donc ça, il y a pas une culturelle qui a été née dans l'importance du modèle. Hein, les paranoïaques, comme on a dit, c'est à dessein. Hein, d'autres ont d'autres interprétations. Donc c'est ça, la question du modèle. Et de manière générale, pour parler comme Raphaël, la question citoyenne, il faut une vision dans ce pays. Il faut une vision. Il n'y a pas de ça. Il faut de l'anticipation. Et ça rétablit le politique une fois de plus. Dans cette approche en termes de modèle, le modèle est fait pour des flux. Hein, et donc analyse de trafic. René le disait, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on était sur des flux de 200, 300, 2000 voitures heure sur des routes à 2 voies qui étaient déjà saturées par rapport à ça, mais ça allait. Les routes sont restées des routes à 2 voies et on est maintenant à 6 000, 10 000 voitures heure. Oui. Prenez Jarry. Rappelle-toi, quand on a commencé à travailler tous dans les années 75-80, l'embouteillage d'Estrélan était à d'Estrélan, ensuite il est monté à Petit-Bourg, et il est monté à Magna-Magna, et maintenant ça ira Bastère ou bien Bastère. Donc il y a un problème de charge de flux qui fait que de toute façon, quantitativement, on ne tiendra pas la mise en pression. Donc, dans ce cas-là, il faut effectivement, au plus vite on sera capable, on aura le courage de partager sur les nouvelles formes de modélisation et de répartition d'un droit commun pour tous, et qui n'est pas un droit d'égalité, c'est un droit d'équité. Tout le monde a le droit de se déplacer quand il veut, comme il peut, et au mieux des intérêts. Donc, plus vite on sera capable de le faire, plus vite on sera capable d'anticiper et de mettre ça comme un projet, comme une cause nationale pour la Guadeloupe, plus vite on va trouver des réponses. Il ne suffit pas de créer, comme on dirait, route de Guadeloupe. Il faut mettre les ingrédients en termes d'analyse et de réflexion. Là-dedans, pour pouvoir réussir... Mais là, ça c'est tout de côté, hein, parce que ça qui est arrivé, c'est qu'IoT voulait faire nous rentrer à dans des critères qui partaient des critères qui partie des réalités objectives. Des territoires, réalité de territoire. Ça fait pour les classes de prévoyance, ça fait pour toutes ces qualités militaires. Des modèles économiques. Oui, c'est des modèles économiques, parce qu'ils ont intégré nous à un système qui partait. Modèle Kleenex. Alors que, historiquement, pour répondre à un certain nombre de besoins, nous avons déjà créé des modèles. Nous, propres nous. Oui, propres nous. Il était suffit d'étudier et de moderniser pour nous créer propres critères en nous et propres modèles en nous. Modèle insulaire. Pas comme ça, qui s'arrivait, nous trouvons nous avec des modèles imposés. Alors, c'est toute la différence qu'on fait entre la croissance, les modèles venus d'ailleurs sous des schémas d'importation, et le développement des modèles endogènes vécus à partir de la réalité intrinsèque territoriale d'un pays, d'un territoire. Et c'est vrai que ceux qu'on aurait pu proposer spontanément auraient été peut-être moins beaux que les modèles algorithmiques, mais au moins ils auraient été plus efficaces. Cela aurait été beau sans doute aussi parce que la conception de la beauté, c'est quelque chose aussi de territoire, de vernaculaire. Il n'y a pas une beauté absolue. N'est-ce pas? Il y a des beautés en fonction du territoire. Donc, ça devient... pas dit haïtien ou du moins trinidadien qui peut-être pas beau, c'est que ça y est bien. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est du réel, en fait, du réel, que vient ensuite l'universalité. L'universalité. Voilà. Nous sommes dans un monde de compétition et puis c'est ça. Hein. Alors, on va bientôt terminer, Nico. Autre chose à dire, non, là-dessus? Non, moi ça va. Alors, bien entendu, on va annoncer la vidéo de Nico. Hein. Oui. Alors, la vidéo, très très en phase, et la lettre même de l'émission, puisque vous avez suivi Jomimi ou Trop Pressé. Jomimi qui dit, vraiment, fais attention, parce que trop pressé, cool down, hein, parce que c'est grave, quoi. Oui. Hein, c'est pas un jeu, Ouais. Alors, il le dit, évidemment, avant que le jour ne vienne où il n'y aura plus de chauffeurs dans les voitures et plus ce type d'accident. Mais voilà. Parce que tout à fait, ce qu'il a subi lui-même. La culture contribue aussi à résoudre certaines problématiques, disons. En tout cas, sensibilise. Voilà. Puisque Jomimi il a vécu cette affaire. Il a vécu cette affaire-là. Il a vécu cette affaire-là. Il a vécu parce qu'il a été... Oui, un accident presque mortel. Personne ne donnait à Jomimi une chance de survivre quand on a vu la voiture. Mais, comme il dit, on vit un fait, ça c'est la Guadeloupe encore, et il est là, je lui souhaite longue vie. Alors, Eco Club fait honneur à Jomimi avec sa musique, en tout cas, qui est la nôtre. Hein. Trop pressé. Un conseil. Trop pressé, yo trop pressé, yo tellement pressé, laisse amu qu'à vine contre yo.
tranquillement ou qu'à rouler, ou sortir au travail, limitation de vitesse, 70 km/h, vous même à balancer, anti 60-65, ni moun derrière doua, qu'à suivre vous gentiment, qu'à attendre les bons moments, en opportunité, en bonne visibilité, on fait une prescription pour yo doubler ou normalement. Trop pressé, trop pressé, yo tellement pressé, l'ambulance cabine chercher yo. Trop pressé, yo tellement pressé, les amis cabine contre yo. Un bon chauffeur qui est rouillé, un petit coup d'œil rétroviseur. C'est là où on va constater 4e et 5e position. Des trop pressés viennent arriver. Yo pas même payé attendre. Yo temps j'apparais. Ou yo peut dépasser à l'approche à un virage. Sans une bonne visibilité. Assis en route à des voies. Yo transformé en 3 voies, mes amis. Trop pressé, trop pressé, trop pressé. Yo tellement pressé, l'ambulance cabine chercher yo. Trop pressé, yo tellement pressé, les amis cabine contre yo. Assis voie de gauche là, on pète famille qu'à descendre. Papa là au volant, maman là derrière des timounailles. On a 10 ans, on nourrisson à 8 mois. 6 ans qu'a joué 8 mois, 8 mois qu'a gazouillé aux éclats. Maman là qu'a rigolé, papa là qu'a mandé qu'a passé. Maman là qu'a raconté, mis toute la famille dans la joie où ça belle. Trop pressé, trop pressé, trop pressé. Yo tellement pressé, l'ambulance cabine chercher yo. Trop pressé, yo tellement pressé, les amis cabine contre yo. En plein virage là, les trop pressés débouchés. Quel angel est fait de famille. Mes amis ont celle carambolage. Les 3 voies t'y fait on selle. Pas qu'à même